dans mes habits trop grands. La table est une falaise, mon nom se perd dans le vent. Une chaise, un gratte-ciel, le tapis, une forêt sombre. Je crie, ma voix tombe comme un caillou dans l'ombre. Sa tasse, un lac brûlant, son pas, un tremblement de terre. Je vois mon reflet minuscule dans le métal de la cuillère. Je deviens petit, plus petit, invisible, un point qui tremble au bord du tapis. Je deviens petit, ridicule, impossible, écrasé sous leurs yeux, sous leur vie. Je deviens rien, rien qu'un grain sous leurs pieds. L'araignée descend, planète velue, ses pattes frappent comme des poutres. Chaque fil brille, corde à mon cou, je retiens mon souffle, je disparais dans la poutre. Le chat est un mur de poils, ses yeux de lune qui m'avalent, une langue qui passe, orage tiède. Je suis une proie qui déborde de mal. Je deviens petit, plus petit, invisible, un point qui tremble au bord du tapis. Je deviens petit, ridicule, impossible, écrasé sous leurs yeux, sous leur vie. Je deviens rien, rien qu'un grain sous leurs pieds. Ma femme penche son visage, montagne de peau, de parfum. Elle m'appelle, ne me voit pas, je frappe ses doigts, c'est du satin. Ma fille rit, géante fragile, ses jouets sont des monuments. Je marche entre ces blocs de couleurs comme un fantôme parmi les vivants. Je deviens petit, plus petit, invisible, un point qui tremble au bord du tapis. Je deviens petit, ridicule, impossible, écrasé sous leurs yeux, sous leur vie. Je deviens rien, rien qu'un grain sous leurs pieds. Je deviens rien, rien qu'un rêve trop plié. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu comme celle de Chainsaw Man, mais je vais essayer de moins entrer dans de l'analyse parce que je me connais et ça peut durer des heures. Aujourd'hui on va parler du film franco-belge mais un peu plus français, on en parlera dans la partie prod de cet aspect-là. L'homme qui rétrécit, adapté du roman éponyme avec Jean Dujardin. Alors bon, une fois n'est pas coutume, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, générique et on y va. Alors, bon, déjà, concernant mon avis, je pense que si cette vidéo existe, c'est que j'ai un peu beaucoup apprécié le film, hein. Et contrairement aux connards qui disent ce genre de messages totalement illisibles, non, je suis allé voir le film 8 fois au cinéma. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je sais, Chainsaw Man c'était 10 fois, bon écoutez, on fait comme on peut, hein. Pour ma défense aussi, ils ont retiré des cinémas le film avant Chainsaw Man, donc j'ai pas pu, bon, c'était compliqué. Alors, je vous disais en introduction qu'il s'agissait d'un film franco-belge, mais plus français que belge. Alors, c'est parce que en grande majorité, les sociétés de production sont françaises qui y sont impliquées. On a Pitchy Poi Productions, la production du Jardin, TF1 Film Production pour les principales. Pour ce qui est justement de réalisateurs et scénaristes, donc Yann Kounen et Christophe Deslandes, les deux sont français. Idem pour ce qui est du casting, hein, Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard, hein, des acteurs qui sont surtout français. Et selon Unifrance, la part française du budget s'élève à peu près à
82,5% sur les données officielles. Par contre, bien sûr, il y a une signification, une participation significative, pardon, de coprod avec la Belgique. Excusez-moi, j'ai mal lu mes notes. Ou en production belge, on a Hum Media, Proximus et justement les chaînes de diffusion plateformes comme RTBF, VOO et BETV. Encore une fois, je m'excuse pour la prononciation. On a aussi des techniciens et des sociétés techniques qui sont basées à Bruxelles, justement. C'est pourquoi le film est considéré comme franco-belge, et qu'il est aussi totalement franco-belge. Après, dites-vous que par exemple, l'Anon 2, c'est franco-américain aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Des fois, je suis fou. Bref, avant de parler du film en soi, on va parler de deux choses. Déjà, les thématiques abordées, parce que comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'aime beaucoup ce film. Et aussi, on va parler des autres médias, parce que bon, Chainsaw Man, il y avait parlé du manga, parlé de l'animé. C'était très long, et c'était aussi un peu compliqué, parce que, imaginez que je parle de tout le manga, enfin, j'ai pas envie de parler des 227 chapitres pour une vidéo, parce que le problème, c'est que ça va évoluer, et j'allais pas parler de la saison 1 pour la comparer au film, parce que l'Hermine moderne l'a fait. J'allais pas le faire. Enfin, je sais pas pourquoi je m'énerve. Donc, pour ce qui est un peu des thématiques, justement, qui sont abordées dans les œuvres de l'homme qui rétrécit en général, on va reparler après, justement, de ce fameux corpus, qui sont chacun dans des timelines différentes, hein, bien entendu. On a déjà cette perte d'humanité, d'identité et des repères, hein, avec un personnage qui va s'effacer petit à petit dans le monde qu'il connaît, la perte de statut social, hein, je veux dire époux, père, travailleur, et justement les repères de ce monde qui devient justement hostile et immense. On a aussi la petitesse de l'être humain face à l'univers, hein, c'est quelque chose qui est énormément présenté dans ce film aussi là. Enfin, Yann Kounen a bien compris la thématique et l'a bien présenté, je trouve. Justement, on n'est qu'un grain de poussière, on est infime. Voilà, ce repère qui nous était familier devient quelque chose d'écrasant, qui souligne un peu à quel point l'être humain est minuscule dans l'immensité des choses, parce que bon, la Terre en soi, qu'est-ce que c'est? C'est un grain de sable dans l'espace. On a aussi les thématiques de la solitude et de la survie, hein, qui vont un peu aussi de pair, avec, on le verra aussi au développement du film, hein, la dure lutte dont fait preuve le personnage principal pour pouvoir survivre. Bien, les éléments du quotidien anodins deviennent des dangers potentiels ou des outils, il y a quand même une nuance. La peur et l'angoisse de ce nouveau monde, hein, justement. Alors là, on peut penser à plusieurs scènes, dont l'araignée. On peut aussi mettre ça en parallèle avec la beauté que peut aussi offrir ce monde, comme la scène avec le poisson. On en reparlera en temps et en heure. C'est pour ça que je me permets de pas trop donner d'illustrations à ce moment-là. Et aussi parce que j'ai la flemme au montage, mais je vous emmerde. Et justement, le ton et l'approche qui vont être choisis dans ce film, c'est un peu le seul reproche que je pourrais faire, c'est cette idée d'une voix off intérieure qui va transmettre les pensées et les doutes du personnage au spectateur. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que vous savez que je suis un gros bandeur de show don't tell, et pas de tell don't show, mais je peux l'accepter. Là, je peux l'accepter, contrairement à un film FNAF qui va pas en faire sa subtilité, parce que déjà, la voix de Jean Dujardin, elle est agréable à l'oreille. Voilà, il faut le dire, hein, mais Jean Dujardin, c'est un gros point fort du film. Et au-delà de ça, on vient d'une adaptation d'un livre, d'un roman. Donc le côté lyrique, le côté chapitrage, que l'on va revoir aussi durant l'analyse, je peux l'admettre, je peux le comprendre, et je n'ai aucun souci avec ça. Ça me dérange pas, dans ce contexte-là. Les autres médias concernant l'homme qui rétrécit. Alors, on en a 4 en tout, et on en a un 5e que je mets en bonus. Et d'ailleurs, étonnamment, aucun d'entre eux n'a vraiment exploiter le potentiel horrifique que peut proposer l'homme qui rétrécit. Alors, bien entendu, ça a été exploité un petit peu avec la scène de l'araignée, notamment dans le film là, dont on va parler, mais c'est quelque chose qui aurait pu être un peu plus développé sur d'autres aspects. Enfin, oui et non, parce que là c'est subjectif, là c'est pas du tout objectif, c'est subjectif. C'est-à-dire que oui, bien entendu, en tant que réalisateur, en tant que personne qui va faire une adaptation, hein, parce qu'on va aussi parler du comics et tout, bien entendu qu'on prend la tonalité, on prend l'aspect plus drame que horreur, je le comprends totalement, il y a aucun souci avec ça. C'est juste mon point de vue de connard qui dit « Ah, j'aurais bien voulu une version un peu horreur, voilà. » Mais bref. Les médiums, donc, vous disais-je, pour commencer, il y a l'original, aka le roman. Et d'ailleurs, on va parler du titre après, parce qu'il y a un petit truc rigolo. Mais en tout cas, l'homme qui rétrécit, donc Incredible Shrinking Man, le premier roman de Richard Matheson, sorti en 1956, avec pour première édition française en 1957. Et c'est d'ailleurs cette année-là que sortira la première adaptation par Jack Arnold, un film sorti en 1980 dans une espèce de vibe, si je puis me permettre, parodique, La femme qui rétrécit, par Joel Schumacher. J'ai du mal à lire mes notes. En 2015, une adaptation comics de L'homme qui rétrécit par Ted Adams et Mark Torres, voilà une mini-série de comics qui sortira jamais en France. Et en 2025, L'homme qui rétrécit
de Yann Kounen. Alors, pour parler un peu du titre, parce qu'on va à certains moments parler un peu des différences entre le bouquin, entre les autres versions et tout, qui seront illustrées avec la version comics qui est assez fidèle par rapport au roman. On a une nuance avec le titre que je trouve assez intéressante, et alors je crois justement que le film va être diffusé aux États-Unis et que le titre VO est The Incredible Shrinking Man. Alors, le problème que j'ai un peu avec ça, c'est que dans toutes les autres versions de L'Homme qui rétrécit, on a cette médiatisation. Pardon. En gros, dans l'histoire, si vous voulez, Paul, notre main character, se trouve à être médiatisé. Donc c'est le cas dans le film de 57, un peu moins, mais quand même existant. C'est dans le roman, forcément, et c'est aussi dans la parodie de La femme qui rétrécit, qui d'ailleurs a une scène que je trouve géniale, où elle se prend tous les déchets de nourriture et manque de se faire crever dans l'évier. Là, on a un potentiel horreur qui est très bien développé, parce que, bon, personne n'est au courant qu'elle est là. Elle est en train de se prendre la bouffe dans l'espèce d'aspirateur à la con, là, vous savez, qu'il y a dans les cuisines américaines. Elle crie de peur sans qu'on l'entende, parce que l'autre, elle a sa musique. Et le parallèle entre les deux, qui va dans un aspect parodique, donne un potentiel horreur assez intéressant que je trouve malheureusement pas assez développé. Mais bref, petit aparté fait, donc, dans La femme qui rétrécit, elle est aussi médiatisée. C'est pourquoi, justement, en VO, il s'appelle L'incroyable homme qui rétrécit, The Incredible Shrinking Man, jusqu'au moment où Paul va se perdre dans la cave et ne va jamais pouvoir en remonter. Et là où justement ça me pose un peu problème avec cette version de 2025 pour le titre anglophone, même si on s'en branle, hein, pour être tout à fait honnête, c'est que là, Paul n'est pas médiatisé. On va le voir pendant le développement du film, hein, de l'analyse, pardon, mais Paul n'est pas médiatisé. C'est-à-dire qu'il va à l'hôpital, voilà, on dit « Ah, vous êtes en train de rétrécir », lui, il fait son cauchemar, il rentre à la maison, et après, il veut plus du tout qu'on en parle au médecin. Et il disparaît, officiellement. Voilà pour ce qui était un peu du topo. Alors, on va parler un peu des différences qu'il y a surtout avec le bouquin, parce que le comic, c'est assez accurate, La femme qui rétrécit, ça n'a rien à voir, et le film de 57, bah, disons que il y a des petits éléments différents, mais c'est pas forcément des plus importants. On pourra faire des petits parallèles sur certaines scènes. Ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que dans le film de 57, il n'y a pas d'enfant. Voilà, il n'y a pas la gamine de Paul, qui est dans le roman et qui est dans le comics. D'ailleurs, la construction du roman est assez ambiguë, je trouve, parce que, si vous voulez, ça se déroule en deux parties à chaque fois. C'est-à-dire que on a une partie où on nous raconte ce qui se passe actuellement, où il est dans la cave en train de survivre, et de l'autre côté, on a de lui, justement, quand il est normal, jusqu'à ce qu'il rapetisse de jour après jour. Et je trouve que c'est un peu décousu parce que déjà il n'y a pas trop d'enjeux. C'est pour ça qu'on passe surtout sur la thématique qui est assez intéressante sur la déshumanisation, où par moment il est un peu traité comme un gamin par sa femme, il est frustré sexuellement parce qu'il ne peut plus la toucher. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont développées, dont d'ailleurs une séquence que je trouve extrêmement absurde avec un pédophile, qui prend le personnage de Paul pour un enfant, ou alors il va se faire bully, etc. Enfin bref, il y a plein de petits trucs. Mais c'est une version que j'aime beaucoup dans le remake français, c'est que au moins on va vraiment s'attarder sur les points intéressants et importants. C'est-à-dire que par exemple, dans le film, on va pas avoir la séquence où Paul est caché dans la cave parce qu'il est trop petit et sa femme doit travailler pour ramener de la thune à la maison, donc ils engagent une babysitter qui va dans le jardin et lui, il se cache à la fenêtre de la cave pour la mater ou autre, enfin bref. Ça, c'est des moments dans le bouquin que j'ai trouvé assez bof. Pareil, alors c'est pas le but de la vidéo, on va pas parler de lore et de théorie, mais à un moment donné, dans le roman, Paul va croiser une autre dame qui rétrécit dans un cirque. Sauf que elle est petite. Elle est rétrécie comme ça. Lui, il rétrécit jour après jour. On peut retrouver ce parallèle un peu avec la figurine avec laquelle Paul va parler dans le film, parce que justement, dans le roman, il va dire à cette femme, dans quelques jours, je serai bientôt petit, vous serez géante pour moi. Chose qui se voit avec la figurine justement, qui, elle, devient aussi très grande. Quand on voit la séquence et quand on voit le changement de taille, sachant qu'ils faisaient la même taille, c'est vrai que c'est assez waouh. Mais bref, en tout cas, j'ai trouvé cet élément de mise en scène assez intéressant, mais on va en parler en temps et en heure pour les petits comparatifs qui peuvent se faire, même si on va être beaucoup plus axé sur le film en soi. Le film s'ouvre avec un panneau, une citation de Richard Matheson qui nous donne un peu l'ambiance. Voilà, on est dans un film fantastique qui va donc avoir des éléments de SF, en l'occurrence justement la force invisible qui dépasse l'entendement, qui dépasse notre perception du monde, et qui va bouleverser l'ordre naturel des choses en un instant. Et c'est aussi d'une certaine manière un bel hommage justement à l'auteur du bouquin, puisque c'est Richard Matheson. Le film s'ouvre donc dans l'espace, comme un Star Wars, pour ensuite avoir un tilt sur la Terre qui est à l'envers, pour être renversé. Et déjà là, je vais faire une petite aparté par rapport au public. Vous êtes, pour la plupart des jeunes dans ce genre de film, des gros sacs à merde. Parce que bon, pareil, vous vous dites, sur 8 séances, j'ai dû en croiser du beau monde un peu con. Alors, je vais pas parler de la dernière séance où je suis tombé sur 2 mongols de merde
que j'avais envie d'éclater, mais plutôt de l'avant-première justement, où on avait Jean-Michel Connard qui était dans son coin à jouer avec son flash et qui au bout de 20 minutes de film s'est levé en s'exclamant « ça pue la merde le film » et s'est barré. Jean-Michel, je t'emmerde et je t'encule. Bref, je fais la partie ici, comme ça c'est fait. Nous avons donc notre cher Paul qui, dès sa petite entrée en scène, est déjà présenté comme étant tout rikiki minuscule, une poussière dans l'univers. Et nous sommes bien entendu guidés par la voix de Paul, aka Jean Dujardin, qui va nous expliquer justement cette petite thèse concernant notre place dans l'univers, qui n'est pas vraiment de l'ordre des thèses, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Donc il fait sa petite baignade et va choper la malédiction, appelez ça comme vous voulez, l'élément qui va faire de lui l'homme qui rétrécit. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais il est condamné. Bon, alors il le sait parce qu'il le sent, hein. Il sent qu'il y a un changement, qu'il y a un truc. Et surtout lorsqu'il regarde vers le ciel en voyant cette espèce de spirale qui va, avec un travelling arrière, révéler l'eau qui forme un cercle autour de lui. Est-ce une punition divine? Est-ce un truc extraterrestre? On ne sait pas. Et d'ailleurs, dans le roman, c'est un gaz qui lui arrive dans la gueule. Roman, comics et film. C'est un gaz qui lui arrive dans la gueule pendant qu'il est en vacances. Voilà. Hein. Sa femme va chercher une bière ou va se reposer en fonction de la version 2, et lui, paf, il se prend un gaz toxique. Chose qui sera un peu présentée plus tard avec la scène chez la docteuse, comme à mon sens, un peu d'un hommage. Mais bon, là je peux extrapoler. Et là c'est intéressant, parce que justement, Paul revient sur la plage, et on a aussi cette thématique abordée par le film, qui est la vision du bonheur. Paul, c'est quelqu'un qui est heureux dans le contexte du film. Il a sa maison, qu'il a construit lui-même, qu'il a fait construire, il a une épouse qu'il aime, il a une fille qui est quand même mignonne, gentille, polie, enfin bref, un enfant dont tout parent pourrait rêver d'avoir. Il a un boulot chantier naval. Alors c'est vrai que la boîte a quelques petits soucis d'argent, mais ça c'est plus pour préparer la suite, comme quoi elle doit vendre la maison. Mais en tout cas, il arrive quand même à joindre les deux bouts. Mais ce bonheur, à force de vraiment le vivre, c'est devenu quelque chose d'habituel, et donc il n'est pas heureux, alors qu'il a tout pour être heureux. Et c'est la perte de ce bonheur qui va lui faire réaliser ça, sauf qu'il sera trop tard à ce moment-là. Donc déjà, les bases sont posées ici. Et encore une fois, alors c'est marrant parce que ça peut faire penser à Chainsaw Man, là, justement, le plan sur la plage. Oh lol, tuez-moi! Où Paul est au milieu du plan, il est tout petit, il est déjà rétréci, il est sur un grand écran, et ce n'est qu'un petit point. Bon, alors, avec des membres, hein, certes, vous voyez la métaphore. Et pour le spectateur, il est déjà petit, il est déjà condamné. Le premier élément s'ouvre avec le 2 mai. Alors ça, c'est aussi un élément que je trouve assez intéressant, c'est que, alors, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que le texte, justement, des jours, va lui aussi rétrécir, montrer un peu cet élément-là. Et là, je pense que c'est aussi une manière d'adapter le bouquin, donc c'est pas mauvais en soi, c'est plutôt assez bien géré, parce que dans le bouquin, justement, on a la perte de tant de centimètres, voilà, donc on est, tac, tant de centimètres, tac, tant de centimètres. On n'a pas d'indice de jour. Et là, je pense que Yann Kounen est plus passé sur les jours pour la chronologie plutôt que perte de tant de centimètres. Parce qu'on s'en branle de combien de centimètres il perd. Ce qui compte, c'est sa déshumanisation, c'est sa survie, c'est le propos. Donc, nous sommes le 2 mai. On va avoir un magnifique petit travelling de Paul qui rentre dans son lieu de travail pour nous montrer son statut social. On le voit dans son atelier, et c'est là justement qu'on comprend que niveau thune, c'est pas ouf, mais bon, ça va, il est quand même patron. Mais c'est vrai que c'est pas... Il va revenir avec plusieurs jump cuts, en écoutant la radio, signe un peu de banalité, hein. Bon, vous conduisez, vous écoutez la radio, il se passe rien. Avant que la musique intradiégétique devienne extradiégétique, c'est-à-dire que la musique de la radio soit la musique du film, avec ce plan, cet enchaînement de plans justement, drone, plan rapproché dans la voiture, et arrivé à sa magnifique maison en bord de mer, encore une fois, même si... sous les apparences, pour faire une petite référence à Encanto, parce que j'ai bien aimé ce film, et j'ai envie de faire une référence, parce que je fais ce que je veux, sous les apparences, eh ben, il est pas heureux, et il a quand même tout pour être heureux. Il arrive donc chez lui, avec ses moultes pensées, on va pas forcément revenir à chaque fois sur ce qu'il dit, parce que c'est un peu répétitif sur l'évolution du personnage, hein, c'est-à-dire que voilà, oh, on a tout pour plaire, mais on s'en rend pas compte, blablabla, blablabla. En rentrant chez lui, avec justement ce travelling où on le suit dans sa maisonnette, avec sa femme et sa fille. Lui, il va s'occuper des courses, mais va remarquer que l'évier a un petit problème, donc... il va aller dans la cave. Et je pense que notre Paul sera bien heureux que cet évier ait un problème. Sa femme lui demande donc de ramener du vin. Élise, pour ne pas la citer, et Mia, sa fille, va aller voir Bubule, le poisson rouge. Le chat, tout fou, tente d'entrer dans la cave, empêché par Paul, et ensuite va passer sa patte en dessous. Alors là, petite préparation paiement et petit écho, parce que là, Paul, il fait sa taille normale, hein, donc plus d'1m80, donc il peut repousser le chat assez aisément. Et c'est le chat, dont d'ailleurs on voit le trou de balle sur ce magnifique pictogramme, qui va pousser Paul dans la cave et qui va le condamner.
parce que lui sera petit à ce moment-là. Donc petit écho assez sympa. Et de toute façon, la cave, on va le voir, va être une ribambelle de préparation de paiement. Ou comme vous préférez, hein, de foreshadowing, même si là du coup c'est plus des fusils de Chekhov. On va voir Mia qui joue avec son jouet que prendra comme taille plus tard Paul. Et d'ailleurs sur l'autre poupée, le vêtement de cette poupée lui servira de vêtement. Et là on va faire une petite aparté aussi parce que dans le bouquin, à un moment donné, Mia joue avec son père, sauf qu'elle joue avec lui comme une poupée. Et elle le serre fort. L'élément qui a été modifié ici. Et là on voit justement Mia jouer avec un jouet dont Paul fera la taille plus tard. À mon sens c'est pareil, ça peut être un petit hommage. Bien entendu je vais extrapoler beaucoup de choses, vous me connaissez, mais on s'en branle. Donc Paul est en train de réparer justement les tuyaux d'où la flotte sort, pendant que Mia quémande pour avoir un autre poisson. Mais bon, Bubule c'est un solitaire, donc il a pas besoin d'être avec un autre poisson. Ça aurait pu être une préparation paiement sur le fait que lorsque Paul va tomber dans l'aquarium, il était en danger, mais en fait non. Et on parle encore une fois du danger de tout fou, au cas où vous n'avez pas compris que ce chat est une petite saloperie. Paul va demander à Mia de lui amener un outil, et cette dernière va lui demander de tuer l'araignée. Et je pense que Paul s'en mord les doigts, parce que à la fin du film, Paul sera littéralement de la taille d'une fourmi. Et encore même plus petit, à peu près. Mais bon, on va pas tuer l'araignée, Mia, hein. Les araignées, ça mange les moustiques. Préparation paiement sur le fait qu'il aurait dû tuer l'araignée. Petite blague faite par le père qui dit « Oh mais ne t'inquiète pas, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse !» Et il agit comme un papa aimant avec une musique douce, un très beau travail du son de façon sur le film en général, où il lui dit que c'est lui qui va la manger, voilà, il fait le monstre, et ça fait aussi un peu un écho justement qu'on verra plus tard lorsque Mia va jouer avec son papa. Là, il lui demande de remonter. Il va pour checker, pour prendre une bouteille de vin aussi que l'on verra plus tard, en tout cas celle qui est en bas, et va checker le piège à souris qui est vide, donc on n'a plus de souris. Et heureusement qu'il y avait un piège à souris pour le fromage. Et on a le dernier plan avant le plan master qui nous présente la cave, donc le futur décor de l'acte 2, qui remonte. Et on a ici quelque chose d'intéressant, parce qu'on a une forte contre-plongée où on voit Paul remonter les escaliers de la cave, ce qui donne l'impression d'un géant qui remonte. Alors là où c'est intéressant, c'est que justement, ça va faire un écho sur la suite, où ce sera le point de vue de Paul, mais sans personne. Paul, pour le moment, est un être humain normal, même s'il est déjà maudit d'une certaine manière, même s'il est déjà condamné à rétrécir. Mais là, on nous rappelle bien que c'est un mec grand, pour encore plus accentuer sa petitesse dans la suite de l'œuvre. Bref, revenons au quotidien. Paul fait de la bouffe, mais bon, pareil, il se sent un peu mal. Alors, est-ce que c'est parce que les éléments qui vont changer son ADN commence à agir, ou est-ce que c'est lui qui, justement, est dans ce quotidien un peu pseudo-morose? On a la discussion en famille à table, voilà, concernant Mia, qui, dans les cours de danse, a du mal, parce que les grands n'arrêtent pas de dire que c'est une pipelette, mais bon, oui, Mia, tu n'as pas à parler pendant les cours de danse, la maman qui danse avec sa fille après. Alors ça, c'est un élément aussi qui est présent dans le bouquin, c'est à certains moments, Paul entend sa femme et sa fille à l'étage sans que elle, ne soient au courant de sa présence en dessous. Et je pensais qu'on allait avoir une petite préparation paiement où il les appellerait à l'aide et tout, et on les entendrait danser ou quelque chose de similaire, mais non, voilà. Encore une fois, je parle d'un film, je fais qu'est-ce que je veux, j'en ai rien à branler. Donc voilà, une famille aimante, regarde, ta femme et ta fille dansent, ils sont heureux, t'es heureux parce qu'après tu danses avec ta femme. Justement, on est le soir, un petit ellipse, ils se font un bisou, il porte sa femme, chose qu'il sera incapable de faire, on nous montre encore qu'il est fort, mais que bientôt il sera le faible, il l'amène au lit pour faire la bête à dodo avec Élise, c'est quelque chose qui est une thématique beaucoup plus apportée dans le bouquin, concernant justement cette déshumanisation, et sur le fait que justement, ils n'ont plus aucun rapport, mais dans le film, Élise est un peu moins conne, j'ai envie de dire, et Paul est un peu moins un connard, donc forcément c'est le genre de scène qui n'aurait aucun intérêt dans le film. Bref, nous passons au 5 mai, où l'on voit Paul trembler une première fois. Alors, ça voulait dire qu'il cauchemardait, parce que bon, se réveiller en sursaut comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et généralement c'est quand je fais un cauchemar qui est pas trop ouf, quoi. Bref, la routine de matin à qu'à prendre sa douche, moi je le fais pas pour sauver les bébés phoques, mais chacun a ses convictions, hein, genre tu fais ce que tu veux prendre une douche, je vais pas faire de critiques, parce que ici on parle pas vraiment de l'aspect closer des comédiens, mais si tu veux, genre, tout le monde saura que t'en as rien à foutre de la nature, bravo. Ça va, c'est de l'humour, hein, on se calme. Et là, premier élément assez intéressant, qui fera une préparation paiement avec les jours suivants, mais Paul regarde le pommeau de douche et a l'air un peu étonné, montrant qu'il y a déjà eu une perte de quelques centimètres, mais que c'est pas assez grand pour que ce soit flagrant. Chose qui continue, avec ce petit plan séquence qui va surtout être un travelling vers Paul, lorsqu'il essaye ses chemises, qu'elles sont plus longues, mais c'est encore une fois pas assez pour être vraiment choquant. On reprend le quotidien du travail, de la maison à table, Paul qui est dans ses pensées, Mia qui lui demande une histoire, lui qui est fatigué, et qui va quand même faire l'effort après qu'Élise lui ait demandé d'en faire un. Il va raconter une histoire, et va jouer avec Mia, montrant que oui, Paul, tu as
le bonheur dans ta vie, encore une fois. Toujours avec un travelling qui montre un peu ce côté un peu oppressant, parce que même si en apparence c'est mignon, voilà, tout va bien, il y a des trucs sous-jacents qui vont mal, et c'est aussi accentué sur la musique, notamment quand il prend sa douche et qu'il est en train de vérifier la taille de sa chemise, il y a déjà un peu de malaise dans l'air. Élément qui continue lorsqu'il regarde le ciel avec sa dulcinée sur la terrasse, où l'on passe au 7 mai. Paul va avoir une légère engueulade avec Elise parce que justement, ses chemises sont encore plus longues, il trouve ça étrange. Il va voir le docteur qui lui dit, lors de la visite médicale, une taille qui ne plaît pas à Paul, parce que là il a perdu 4 cm. Et l'échange est assez intéressant parce que en termes de mise en scène, lors de l'échange de champ contre champ, les deux sont à égalité, parce que pour le moment, Paul, même s'il a perdu 4 cm, ça reste encore un être humain normal. Hein, voilà, chose qui ne sera plus ensuite. Donc qu'ils soient à la même hauteur, il n'y a pas vraiment de souci pour le moment, mais c'est quand même étonnant. Et petit élément de comédie qui nous permet de rire un peu avec le film. Tu manges bien, tu dors bien, tu bandes bien, c'est marrant, c'est cocasse, c'est efficace. Paul rentre chez lui, appelle sa dulcinée, et pour nous rappeler que c'est une petite particule de poussière dans l'univers, on a ce plan aérien en très forte plongée où on le voit traverser le rond-point. Puis toujours sur ces éléments du quotidien qui commencent à défricher un petit peu avec le casque que Paul enlève parce qu'il est trop grand. Ce qui fait aussi un écho avec le début lorsqu'il va dire à son employé de mettre son casque. Et on voit Paul écrire à l'intérieur, chose qui est une préparation paiement aussi avec le moment où Paul va écrire son nom avec de la craie. On retrouve un plan de paysage avec la plage qui fait une transition et aussi l'ellipse on est le soir maintenant. Mia qui joue avec ses poupées, maison de poupées qui sera justement bientôt là où Paul va devoir résider, n'est-il pas? Et justement la maison de poupées avec les poupées dans le lit, donc la taille petite, on voit 2 poupées, une très petite et une petite, font un écho avec, paf, lui qui est dans le lit avec son épouse, parce que là où il y a sa tête, on retrouve la maisonnette. Il repense à ce que le médecin lui a dit, sur sa perte de quelques centimètres, et il repense aussi à l'événement étrange qui est arrivé quelques jours plus tôt, ce qui va le faire paniquer. Et là on va un peu parler du premier teaser, la première bande-annonce, où justement on a ces plans de Jean Dujardin en train de faire du sport, en train d'être effrayé par la situation, où je trouve le potentiel horrifique extrêmement bien géré. Là, la mise en scène est vraiment cool, ça commence à être glauque, lui se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et tout le monde autour l'ignore. Le docteur dit que c'est normal, qu'on se tasse avec l'âge, sa femme trouve qu'il n'y a aucun élément problématique, etc. Et j'ai même pas envie de parler de ses collègues et de sa fille parce qu'on sait rien. Mais voilà, ça montre que lui, il est seul contre l'univers. Et ça se voit déjà parce que le plan où il y a la porte avec la petite fenêtre, là, la porte-fenêtre, il est littéralement encadré dans un décor plus grand. C'est quelque chose d'ailleurs, on va s'en rendre compte lorsque sa femme passe devant nous, qu'il y a un rapport de taille déjà. Bref, elle lui dire que c'est pas la peine de s'inquiéter, de venir se coucher. Grosse ellipse, puisque nous passons maintenant au 20 mai, et là on a le paiement justement concernant le pommeau de douche qui est plus éloigné, et on le voit, Paul est aussi plus petit, et il s'en rend compte. Et l'autre élément qui amène déjà ce début de déshumanisation, qui, juste au niveau de Louis, est terrifiant, l'alliance qui tombe. Ce n'est plus un mari, ce n'est plus un époux. Alors qu'est-ce que c'est ? Ouh, ça fait peur. Et là, il va aller voir Élise, qui va se retourner, et va le voir avant le spectateur. Or, le spectateur peut s'imaginer tout et rien. Il peut s'imaginer des choses parce que lui, il connaît l'intrigue, mais il peut s'imaginer tout et rien. Et là, on voit Paul, qui est beaucoup plus petit que sa femme, dans un peignoir qui est quand même vachement grand. Et donc, ça peut susciter 2 réactions. Soit c'est quand même assez terrifiant comme situation, donc tu ris jaune, ou alors tu ris tout court. Mais dans les 2 cas, ça fonctionne. Bref, Paul commence petit à petit à devenir un rat de laboratoire parce qu'il va être ausculté, faire une échographie, il va faire des radios, enfin bref, tout ce qui est test médical, quoi, pour pouvoir trouver ce qu'il a. On va ensuite retrouver Élise dans le couloir, un couloir assez oppressant qui à titre personnel me rappelle un peu l'ambiance de Shining, mais type hôpital, quoi. Où on voit les médecins, les 3 entre eux, qui ont l'air assez paniqués, étonnés, ne comprenant pas la situation, en tout cas, que Paul subit. C'est quelque chose qui va être confirmé ensuite, lors du moment où la docteure va leur annoncer les faits. Donc là, on est surtout sur du champ contre champ, on a pas forcément une mise en scène qui va être extrêmement importante à détailler. C'est propre, c'est très lisible et très bien, c'est surtout ce qu'on apprend qui va être important. Donc, pour la faire courte, Paul rétrécit, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de poison, il n'y a rien, c'est juste sa structure est juste plus petite. Et là, on va avoir un point important de l'œuvre. On ne sait pas comment ça marche et pourquoi. Et on s'en fout. Ça, c'est un peu le MacGuffin du film en soi. On s'en branle. C'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est l'aventure, lol. Et là, Paul tombe des nues. Parce qu'il n'y a pas de solution. On va ensuite avoir plusieurs plans assez cool, où on a d'abord le couloir qui va un peu s'écrabouiller sur lui-même, vous savez, un peu comme un couloir sans fin qu'on peut voir dans un cauchemar. On va avoir les séquences où il est dans la flotte, où il repense à ce moment-là, tout ce qui va être scanner,
mélangées avec des images de radio, sur lesquelles on va avoir des scanners du cerveau, dont une image un peu subliminale d'un homme qui se tient la tête, des images de cellules rouges, pardon, pour bien montrer que c'est la structure interne, l'intérieur du corps, qui est assez dégueulasse, du sang qui coule dans un évier, et aussi ce plan horrible où on a un mini Paul en train de nager dedans, enfin bref. La séquence de cauchemar est probablement la séquence la plus artistique du film, parce que dans le monde des rêves et dans le monde du cauchemar, tout est possible. Et c'est ça qui est beau. Bref, Paul se réveille et il va tuer un peu dans l'œuf l'idée de devenir un rat de laboratoire et quitter ce bâtiment afin de rentrer chez lui. On le retrouve donc dans sa maison et là, petit hein, quand même. Bref, on va voir le chat choper une mouche, ça va lui faire peur et Elise va condamner le chat à être dehors. Sous le regard inquiet de Mia qui voit son père être de plus en plus proche d'une poupée Action Man quoi, merde. On passe au 30 juin où cette fois-ci nous avons une plongée sur Paul pour déjà accentuer sa petitesse de lui en train de regarder le chat qui le regarde aussi. Il est devant la porte en train de regarder un peu la pluie qui s'écoule en plus du chat avant d'entendre des gens, mais pas des gens qu'il connaît quoi. Puisqu'en effet, Elise a mis à vendre la maison, donc il y a des visites qui se font en son absence. Et là, c'est un parcours du combattant qui commence pour Paul, qui n'est pas non plus trop petit, enfin qui est quand même petit, mais qui n'est pas non plus extrêmement petit, qui galère déjà. Et on l'a sur ce plan fixe où il va galérer à courir et à le traverser. Avant l'entrée des gens qui visitent, donc 2 femmes visitent la maison, avec un homme qui est le type qui s'occupe des ventes de maison. Bon, on va les appeler les géants parce que sinon ça va être compliqué. Et on a justement, pareil, toujours ce plan où on les voit au fond, déshumanisés, ils sont dans le flou, avec Paul en panique qui court, et eux qui n'ont même pas remarqué tellement il est pitoyable avec sa taille. Il va se cacher sous le lit, et c'est un peu du coup le monstre sous le lit, haha, tuez-moi. À littéralement se cacher comme un voleur, Et cette fois-ci on va revoir les géants sur le plan que Paul a traversé, sauf que eux marchent normalement et sont normaux d'une certaine manière, j'ai envie de dire, avec leur taille pour le coup, et toujours déshumanisés, puisqu'on ne voit pas leur tête. Parce que c'est comme à l'image de Paul, avec cette taille, ce sont pas de simples visiteurs, ce sont des monstres. Surtout que au niveau du son, encore une fois, les pas de ces mesdames et messieurs qui marchent est assez bien détaillé et assez puissant à l'ouïe. Et encore, Paul est très petit, pas tout petit, comme ce sera le cas à la fin. Paul observe la situation en essayant de trouver un espèce d'échappatoire. Les géants arrivent dans la pièce où il est, marchent sur le plancher et expliquent la situation. En gros, ils vendent la maison parce que le mari a disparu, blablabla. Donc lui, il comprend en plus de ça que aux yeux du monde, il est mort, donc panique un peu, en plus de paniquer de la situation. Nos géants quittent ensuite à la pièce pour revenir sur Paul, toujours effrayé, avec un raccord effrayé et en colère qui, encore une fois, grâce au talent du jeu d'acteur de Jean Dujardin, passe très bien, en train de gueuler sur Elise, en plan rapproché, comme si c'était une engueulade normale, sauf qu'il y a une grosse différence de taille LOL entre lui et son épouse. Et ça, le contre-champ va nous le montrer justement, où elle n'est pas en plan rapproché, mais en plan poitrine, où on commence à entendre Paul un peu moins haut en termes de volume. Et le retour sur le champ va encore plus accentuer cet aspect-là, puisque lui, il est petit, posé sur leur bord du meuble de la cuisine. Pareil pour le contre-champ. De toute façon, on voit très bien sur cet échange que les deux sont totalement opposés, que ce soit par rapport à leur place dans l'axe, où ils sont en affrontement d'une certaine manière, comme une engueulade de couple, puisque c'est ça le sujet, c'est une engueulade de couple. Elle vend la maison parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, maintenant qu'ils travaillent plus, chose qui est développée aussi un peu dans le livre, avec le fait qu'elle va travailler, etc., enfin blablabla, et le fait qu'il est malade, sauf que lui, il se considère pas comme malade, il est encore enfoui dans cette idée de ça sert à rien de chercher une guérison, parce que c'est pas une maladie qu'il a, sauf que c'est se voiler la face, et c'est un truc qui va énerver sa femme, parce que c'est quand même un certain poids à porter sur les épaules, cette situation. Elle tente quand même de rester calme jusqu'au moment où elle lui crie dessus, mais avec sa taille, forcément le cri est surdéveloppé, encore une fois, travail de son extrêmement exquis à ce moment-là, où elle va tout de suite s'excuser, parce que elle se rend compte quand même que la différence de taille, voilà quoi, Si on était sur un couple qui passait de la violence verbale à la violence physique, disons-le clairement, Paul il serait un peu foutu. Engueulade d'ailleurs qui est observé par Mia, donc c'est super pour son éducation. Son père est en train de te rapetisser, et en plus de ça, ça le fait plus trop entre les deux relations entre papa et maman. Même si, on va le voir après, c'est pas du tout le cas. Mais bon, du point de vue d'un enfant, c'est quand même pas glop à voir, soyons honnêtes. On va avoir un fondu pour arriver au jour suivant, aka le 5 juillet, où on reprend des décors type paysage, pour revenir sur Jean Dujardin cette fois-ci, toujours dans son rôle de Paul bien sûr, mais pour une cérémonie d'Oscar, puisque, lol, il a un costume. Tuez-moi. Il est dans une maison, donc tout va bien. Eh bien non, puisqu'en réalité, c'est la maison de poupée de sa fille. Là, on peut faire un comparatif avec la séquence dans le bouquin où Mia
va jouer avec lui en serrant fort. Comme il le dit lui-même, elle l'a presque tué et elle se rendait pas compte de ça. Mais bon, là ça va être différent. Et c'est pareil, hein, je veux dire, le rapport de force entre Jean Dujardin et sa gamine là. Ouh, je vais arrêter de l'appeler Jean Dujardin parce que c'est Paul le personnage, c'est pas Jean Dujardin. Enfin, c'est Jean Dujardin. Enfin, bon, on s'est compris. Donc lui, quand même, essaie de garder son rôle de père en jouant avec sa gamine. Hein. Il est un peu dans cette démarche de faire du comique, du rigolo, si je puis me permettre. Là, oh, c'est ta maison, c'est une belle maison, la déco est sympa, blablabli, blablablou, blablablo. Oh, il y a même une cuisine, ah là là, je me suis brûlé. Oh, il y a quelqu'un qui dort, et si on allait la réveiller, vas-y Mia, mets la musique. Il danse avec, voilà. Et d'ailleurs, au moment de la séquence de la danse, le regard qu'il va balancer à sa fille, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que on sent que Paul, à ce moment-là, il sait que, bah, techniquement, il vaut plus trop grand chose, que ce soit en tant que père, en tant que mari, en tant que patron, voilà, il vaut plus rien, parce que déjà, en tant que patron, il n'existe plus, en tant que mari, il n'existe plus du tout, parce que bah encore une fois il peut pas trop avec cette taille avoir des rapports avec son épouse ou autre, voilà, il peut pas être entre guillemets l'homme de la maison, même si je sais que les mœurs de ce côté-là ça évolue avec la société aujourd'hui, ce qui n'est pas un mal en soi, attention, hein. Mais voilà, je veux dire, en tant que père de famille, il a perdu tout ça. Donc, il essaye de garder ce statut de père. Et le regard, encore une fois, qu'il va balancer, moi je le lis vraiment comme un regard de « Regarde, j'ai de l'importance ». Sauf que ça fait un peu, vous savez, le bouffon du roi qui danse pour être utile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu cette contrebalance. Avec d'un côté, le gars essaie d'être important pour sa fille, mais il a l'air très désespéré. Mais bon, après, sa gamine, elle sourit, et que vaut pour un parent le sourire de son enfant? Alors ça c'est mignon. Bref, c'est une séquence qui est choupinou-pinette, en tout cas sur la séquence de danse, etc. Jusqu'au moment où Mia va couper la musique avant de revenir, avec son souffle qui va étouffer le spectateur. Et je vous assure que voir cette séquence, au cinéma justement, avec le 5 points ou le 7 points en fonction justement de la salle où vous êtes, c'est assez impressionnant le souffle de la gamine, quoi. Surtout quand Paul, c'est compliqué. Mes notes, j'ai noté Jean Dujardin, je suis trop con. On va lui demander à quoi elle veut jouer et qu'elle va dire au monstre que ça va au niveau du son être assez puissant et que lui va lui demander justement non de pas faire ça. Elle va commencer à crier et ça va lui ploser l'ouïe. Bien entendu, elle va s'arrêter en s'excusant tout en chuchotant, et lui va la rassurer en disant que c'est ok, que c'est pas grave, que ça va bien. Tout ça, justement, sous le regard de sa femme. Et justement, le parallèle est mis par rapport au bouquin avec la séquence que je vous ai décrite plus tôt, sauf que la différence se voit sur un aspect assez très simple, c'est moins violent. C'est tout autant violent émotionnellement, mais pas physiquement. Là où si Mia l'avait serré dans sa main comme une poupée, ça aurait été peut-être plus compliqué, je pense. Tout ça sous le regard de Élise sur la terrasse. Petite ellipse, on arrive au soir, où Paul se rend dans sa chambre, là où se trouve sa femme. Pareil, encore une fois, au niveau de la mise en scène, toujours des rapports de force. Lui est en bas, petite légère plongée, enfin contre-plongée, pardon. Elle est en haut dans le lit. Le champ contre champ va aussi se faire de cette manière-là. Donc plongée sur Paul et contre-plongée sur Élise. On le voit aussi sur le plan où elle se lève, où on est en forte plongée, où là on se rend compte encore plus de la différence de taille entre les deux. Jusqu'au moment où elle pose sa main pour que Paul vienne. Et c'est là où du coup on va porter une nuance avec le bouquin, parce que Paul va entrer dans sa main. Alors là il y a deux interprétations. Soit justement elle va pour parler avec lui, dormir avec lui quand même, etc. Ou avoir des rapports. Dans tous les cas, il y a un élément proche entre les deux qui diffère du bouquin. Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement vu qu'on ne va pas développer cet aspect-là concernant sa déshumanisation par rapport à sa femme sur le rapport de taille, je trouve ça intéressant que du regard de Élise, son mari, même s'il est petit, c'est toujours le même. Les rapports de force entre les deux sont largement différents. On l'a eu avec l'engueulade, on l'a eu avec Mia, mais elle le considère toujours comme son mari. Et je trouve que poétiquement, c'est beau. On arrive au 10 juillet, le jour du drame. L'élément qui a été vu en premier dans la deuxième bande-annonce, le panneau tilt des divers objets qui ont été construits en vrai d'ailleurs, encore une fois, gros travail de décor, extrêmement bien foutu. Sur Jean Dujardin en train de se faire un petit grappin. Sur Paul en train de se faire un grappin, je suis un connard. Puisque pendant qu'il fait son petit grappin, derrière, que va-t-il se passer? La chatière va s'ouvrir sous les coups du chat. Tin, tin, tin. Et donc forcément, ça va être la merde. Et là, on a un peu de la comédie horrifique à mon sens, parce que d'un côté, le chat va pas être comme dans le film de 57, vraiment monstrueux ou quoi, ça va juste être un chat qui va vouloir jouer avec un petit truc, quoi. Plus de la curiosité animale que vraiment de la méchanceté gratuite. Donc, on a un peu cet entre-deux. D'un côté, c'est horrifique,
parce qu'en plus il va se planter avec le grappin, donc il va être vraiment dans la merde, et il risque de crever, et en même temps c'est un peu comique parce que le chat garde un peu la même gueule et va pas faire de ou autre quoi. Donc après une course-poursuite où Paul va tenter de berner le chat dans la maison, et de courir se réfugier sous la porte de la cave, il va se faire pousser par la patte du chat, l'implorant tout fou de ne pas faire ça, mais malheureusement ce dernier va tomber dans le bac de déchets plastiques. Plus tard, Élise et Mia vont rentrer, Paul toujours dans le bac de déchets va entendre la porte de la cave s'ouvrir, va appeler son épouse, mais malheureusement pour lui, la dernière ne l'entend pas. Encore une fois, très gros travail de son, très bien géré. Elle va juste croire qu'il est blessé et qu'il est peut-être dans la cave, parce qu'elle l'aura pas trouvé ailleurs. Elle va partir malheureusement du mauvais côté, et le chat va repérer Jean Dujardin, parce qu'il voulait un autographe. Il en a rien à foutre de Paul. Lui, il voit Jean Dujardin, il dit « Oh, il va me donner un autographe !» Je vais trop loin dans la blague. Et donc Paul va essayer de l'attirer, justement, pour pouvoir avoir l'attention de Élise. Mais elle va juste voir le chat, elle va croire que le chat l'a tué, et va l'engueuler, avant de remonter dans la cave, condamnant Paul ici. Paul n'existe plus, Paul est considéré comme mort, Paul est dans la merde. Et là, le parti pris que je trouve pour le film, qui va être assez intéressant sur cette seconde moitié, c'est que, à part vers la fin, plus personne ne va rentrer dans la cave. Dans le bouquin, on a son frère qui va rentrer dans la cave à la toute fin avec sa femme et sa fille. À Paul, pas son frère, ou alors on va avoir sa femme et le plombier qui vont venir pour réparer le truc d'eau. Et le chat aussi. Mais là, on va voir qu'un seul personnage qui va redescendre dans la cave et on en parlera en temps et en heure. Et bref, Paul est abandonné dans ce bac, mais maintenant on se transforme en survival horreur. Bon, pas trop axé sur l'horreur, j'avais envie de dire ça pour que ce soit classe, mais je me rends compte en le disant que c'était pas très classe. Il va commencer par se faire un nouveau vêtement de fortune, avec les déchets, avant de sortir explorer ce nouvel environnement. Récupérer son aiguille, qui va lui servir d'arme pendant un petit moment, et va faire la première rencontre avec l'araignée. Il va juste passer devant la caméra, et va lui faire comprendre que c'est la merde. D'ailleurs, sur ce plan, on peut voir là où se déroulera le futur combat avec l'araignée derrière lui. Il va donc se diriger vers les tuyaux d'eau, escalader, comprendre que c'est la marde, avant de regarder ce nouvel environnement et de se rafraîchir avec de l'eau. Se soigner un peu sa plaie, prendre une petite douche et se reposer. Découvrant le nouvel environnement de jour, cette fois-ci avec sa nouvelle taille, en entendant Élise et Mia à l'étage, en train de crier. Il va donc se trouver en bas des escaliers, l'écho au premier plan où il remonte les escaliers du début, et va les implorer, va les appeler, va gueuler pour essayer de les contacter. Mais malheureusement, encore une fois, on ne peut pas l'entendre. C'est quelque chose qui est rationnel, hein, le fait qu'il ne l'entende pas, pardon, de par le volume de sa voix, mais c'est aussi quelque chose d'effrayant. Non, là je me suis trompé de ligne. C'est quelque chose de cohérent pour le personnage de les appeler. Qui ne tente rien, n'a rien. Il va donc se trouver en panique devant cet escalier, par un plan assez large, on le voit vraiment petit, par un autre plan rapproché, en panique, avec un contre-champ sur l'énorme escalier, pour finir avec un plan en forte plongée de la cave, avec les escaliers au centre. Et c'est là que sa survie, dans ce nouveau monde Minecraft, va vraiment devoir commencer. Même si là, il a encore l'espoir de pouvoir être trouvé. Je veux dire, l'état est très rudimentaire, on est dans une cave avec des murs en pierre, on est vraiment sur un truc très archaïque, très beau, hein, j'aime bien le côté rustique, et pareil, il a des vêtements marrons qui font un peu homme des cavernes, il a une grosse barbe aussi qui fait, homme des cavernes, on va pas se le cacher, et donc il va récupérer un morceau de craie pour écrire son nom au sol, avec une suite de plans qui, pareil, encore une fois, je vais éviter de me répéter à chaque fois, hein, mais esthétiquement est très cool, des plans rapprochés, peu caméra épaule, avec, on s'y croirait encore une fois, ce film, en termes d'effets spéciaux et d'effets visuels, de tous ces aspects-là, n'a rien à envier à la merde qu'est Ant-Man. Bref, et donc là on a le paiement de la préparation avec le casque sur lequel il y a écrit son blaze. Et même sur grand écran pour le spectateur, c'est pas non plus facile à voir. Donc imaginez pour une personne qui rentre dans la cave et qui regarde pas le sol. Wink wink. Mais bon, Paul est plein de ressources et va donc se diriger vers la première, la nourriture. En effet, il n'y a plus de souris, souvenez-vous, donc paf, on va voir le piège à souris. Pour une séquence assez cool, où il va dégager les fourmis avec un clou, enfin avec son épine, pardon, son aiguille, pardon, pour ensuite prendre un clou afin de déclencher le piège pour manger le fromage. Et là, pareil, imaginez-vous à devoir désactiver un piège à souris géant. Si vous vous gourrez, vous mourrez comme une merde. Imaginez Élise qui, je ne sais pas, par concours de circonstances, va dans la cave afin de, je sais pas, déménager, puisque c'est un sujet qui a été mis sur le devant de la table, et va pour enlever les pièges à souris ou autre, et paf, tombe sur son mari, miniaturisé, mort dans un piège à souris. L'image est dégueulasse et glauque. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est horrifique. Mais bref, ça c'est mon cerveau de psychopathe, puisque Jean Dujardin va réussir à le faire, parce que c'est Jean Dujardin. Paul va réussir à le faire, pardon, et goûter ce magnifique fromage. À titre personnel, ça me donne faim, je sais pas pourquoi, ça me donne envie de bouffer de l'emmental. Et là, ironie dramatique, on voit derrière lui l'araignée qui arrive avec la musique,
Mais c'est pas un problème pour Paul qui va entendre la musique et va se retourner pour voir ce gros cul d'araignée au premier plan. Baby. Et là, premier gros plan de cette araignée qui est magnifique, encore une fois, énorme, beau travail de la part des effets spéciaux. C'est magnifique. Bon, Paul, un peu dans cet aspect animal, le côté bestial qui va reprendre le dessus. Paf, il frappe contre le meuble pour essayer de lui faire peur. Ce qui va un peu marcher parce que l'araignée va se rendre compte que sa proie est trop grande. Mais il va quand même jeter un œil dessus. J'aime bien le travail qui a été fait par rapport à ça parce que l'araignée, c'est l'antagoniste, c'est le personnage de l'antagoniste, et on n'a pas besoin d'avoir du tell don't show, on a que du show don't tell parce que cet antagoniste, c'est quoi? C'est juste une araignée. Et je trouve que Yoon Koonen a fait, avec sa mise en scène, un personnage un peu culte, j'ai envie de dire, parce qu'il arrive bien à créer une mythologie autour justement de cette araignée. Et idem, là on comprend aussi à partir de ce moment-là pourquoi on a les pensées de Paul qui sont balancées, et c'est pour ça aussi que ça ne me dérange pas dans ce film-là, au-delà de l'aspect simple adaptation de bouquin. Paul ne parlerait pas parce qu'il n'est pas comme moi à parler tout seul, donc bon, voilà, même si on comprenait à ce moment-là, avec le jeu d'acteur de Jean Dujardin, que Paul est paniqué et qu'il comprend que c'est la merde et qu'il doit vite agir, sachant que lui a une information que l'araignée n'a pas, lui il rapetisse tous les jours. Donc dans quelques temps, il sera beaucoup plus petit que cette araignée, il ne pourra rien faire. C'est la merde. Alors il va décider d'aller se chercher un abri, prenant le clou pour creuser un trou dans le carton. Il va user d'ingéniosité en prenant un morceau de tissu qu'il va mouiller dans un capuchon pour affaiblir le carton, pour pouvoir le creuser. Voilà, il va entrer dans un carton avec des éléments qui sont stockés à l'intérieur. Alors, je vais pas passer les détails sur ce qu'il y a comme éléments en termes de bouquins, etc., de bibelots et autres, parce que là, ce serait sûrement extrapolé. Enfin bref, il rentre dans le carton, il trouve une boîte d'allumettes, mais il est encore trop grand pour passer dans la fente, et choper les allumettes. Alors, vu qu'il est pas con, il va fermer l'entrée de son abri, même si il va être réveillé en pleine nuit, paniqué par les bruits de l'araignée. Pour une raison assez évidente, que le carton est ouvert. Mais bon, en tout cas, il va s'en sortir pour cette nuit. Jour suivant, dans sa cave, dans son nouvel environnement, toujours en train de survivre. Et d'ailleurs, concernant l'araignée, petit aparté, si vous étiez curieux de savoir ce que c'est une simple araignée de salle de bain, comme l'a décrit le réalisateur. Et pour que vous ayez les autres versions de la dite araignée dans les autres versions de l'œuvre, dans le bouquin, donc, dans le roman, il s'agit d'une veuve noire, et dans le film, il s'agit d'une tarentule. Et le réal l'a expliqué, il ne voulait pas justement faire une araignée qui était trop horrifique ou quoi. Justement, avoir une araignée beaucoup plus simple, ça rend la dimension encore plus intéressante et plus chaotique pour l'aspect horreur, quoi. 15 juillet maintenant, Paul se réveille comme chaque de bon matin, et là on peut voir qu'il a enfilé un vêtement différent de celui de l'autre petite poupée de sa gamine. Et là, il est réveillé par quoi? Les bruits qui viennent de l'étage. Puisqu'en effet, il entend des jeunes discuter, dont est probablement Élise. Il va donc s'accourir en bas des escaliers, crier comme un fou, et prendre des objets métalliques pour faire du bruit. En vain, bien entendu, et la mise en scène le rend toujours pathétique et vulnérable, parce que telle est sa place. Donc, Paul va aller vers le vin, paiement de la préparation du début, afin de se bourrer la gueule. Et d'ailleurs, on pourrait un peu extrapoler en disant que c'est la bouteille qui est le plus en bas, qui semble être la moins noble, où ça a l'air d'être du vin un peu de pacotille, voilà, parce que sur l'échelle sociale, maintenant, il est vraiment en bas, mais ce serait peut-être extrapolé. Bref, il va se prendre une cuite et là, on a l'une des meilleures séquences du film, où il va voir l'araignée dans un coin, se tourner vers la figurine, lui dire t'inquiète pas, la regarde pas, c'est moi qui la regarde, comment ça je pue de la gueule, ok, écoute-moi bien mon bro, tu restes là, tu t'inquiètes pas, d'accord? C'est moi qui le veux, alors j'y vais. Bref, il va monter sur l'aquarium, en état d'ivresse, prêt à combattre la dite araignée. Cette dernière va se cacher, il va croire qu'il a gagné, il a gagné. Sauf que cette dernière va le surprendre, le faire tomber, et lui va tomber dans l'aquarium. J'ai répété 2 fois tomber, je suis une merde. Et là, on a un très beau plan esthétique. Alors, on a l'araignée qui va se barrer, justement, qui le nargue un peu et qui va se barrer de l'aquarium. Mais on a un plan assez... une séquence, pardon, assez poétique, assez belle, où, justement, Paul est en train de nager avec le poisson, avec Bubule, et c'est magnifique, c'est beau, c'est aussi la beauté justement de ce monde qui est grand, parce que c'est un milieu hostile, mais il faut aussi le rappeler, qu'en toute chose, il y a aussi de la beauté. Et cette beauté, on la voit ici avec le poisson, qui d'ailleurs ne va pas du tout tenter d'agresser Paul ou de le bouffer, qui va juste nager autour. Et d'ailleurs, justement, cette
pseudo-cohabitation, relation entre les deux espèces, si on peut le dire comme ça, va se faire de plus belle puisque Paul va le nourrir avec un élément assez comique puisque après l'avoir nourri, il va goûter la dite nourriture du poisson et la trouver dégueulasse. Puis retour à l'obscurité et à la terreur puisque on est en fin de journée. Paul se ramène avec son seau d'eau ou son capuchon d'eau avant de croiser l'araignée près de l'aquarium qui fait aussi un écho justement entre on a vu la beauté, maintenant on voit la laideur. Paul va donc déposer son butin de type eau, parce que faut pas le renverser quand même, faut pas gâcher, avant que l'araignée ne se dévoile et que le premier affrontement se fasse. Élément épique, horrifique, appelez ça comme vous voulez, c'est une très très bonne séquence. En plus de ça, nous sommes avec un décor qui va être balancé entre les divers éclairs qui se trouvent dehors, une musique génialissime, un découpage et un montage d'une action remarquable. Encore une fois, le jeu d'acteur de Jean Dujardin face à cette putain d'araignée. Le gros plan où l'autre va tenter de lui bouffer la gueule. Enfin, bref, la séquence de combat entre les deux est très bonne pour diverses raisons et vous l'avez très bien compris, je suppose. Bref, Paul va réussir quand même à blesser l'araignée en lui donnant des petits coups dans la tronche, ce qui va la faire fuir. Mais lui, il comprend que certes, là, il avait l'ascendant, et bientôt, il aura plus l'ascendant. Et ça sera la merde. Enfin, après ce conflit, Paul récupère les allumettes et, tel un homme de Cro-Magnon, va découvrir le feu, se faire un petit feu de camp, observé au loin par la putain d'araignée, sur une séquence assez belle, assez poétique, qui montre aussi un peu l'homme qui rentre dans la folie d'une certaine manière, puisque ce dernier est là à discuter avec un jouet qui fait sa taille, puisqu'il se sent seul, et ça on peut le comprendre. Il n'a que de pensées pour sa fille, parce qu'il aime sa fille, demandant au jouet de lui dire qu'il va bien. Chose bien entendu qui ne peut pas se réaliser puisque c'est un putain de jouet, mais on ne peut que entrer dans l'empathie pour Paul. Ou être un gros connard et rigoler parce que c'est vrai que c'est un peu drôle d'avoir le mec qui parle tout seul à un jouet. 20 juillet, la routine s'installe un peu pour l'homme qui rétrécit, pour Paul. On retourne un peu sur cette routine qu'il avait au début. Mais cette fois-ci, dans ce milieu qu'est la cave hostile. Il remet à jour ses vêtements parce que il perd en taille, donc il faut quand même qu'il se réadapte. Il fait du sport pour pouvoir rester fort physiquement et lutter haute, épuise les dernières ressources de fromage, et la cave se fait bercer par le vent. On arrive sur l'une des séquences les plus terrifiantes, à mon sens, en tout cas pour Paul, la séquence du géant. Alors cette séquence, normalement, elle est assez différente dans chacune des versions de l'homme qui rétrécit. Dans le roman, en gros, c'est son beau-frère, sa femme et sa fille qui descendent dans la cave pour déménager. Lui va s'accrocher à la pompe de son frère et va en tomber. Sauf que bon, après, forcément, il revient plus et il abandonne tout espoir. Sachant qu'en plus, ça fait un choc, un coup, donc il est mis KO. Chose que l'on va retrouver ici. Dans le film, c'est la séquence où la cave s'inonde, où justement sa femme et son frère descendent. On a le frère qui va descendre pour essayer de trouver là où il y a le problème principal de l'eau, qui va faire des vagues et faire un peu chavirer notre main character, et la femme qui va justement, sa femme, qui va descendre jusqu'à la dernière marche, où lui s'accroche à un clou, l'appelant et criant son nom. Elle qui, bien entendu, ne l'entend pas. Et cette fois-ci, donc, nous avons un plan qui va passer de l'extérieur à l'intérieur de la cave pour arriver au niveau de Paul, qui court en panique, plan rapproché, en mouvement, qui se met au sol, et on le voit très clairement. Cette fois-ci, le sol est beaucoup plus détaillé. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus petit. Et on le voit sur le plan large, même si c'est pas très large, le gros plan des escaliers, plan large, où il est minuscule. La caméra va donc se tourner vers le haut, donc vers une beaucoup plus forte contre-plongée, où le géant va descendre, donc le mec qui va vendre, s'occupe des ventes de la maison et tout, et il est au téléphone, il parle, et entre ça et le son que va faire le pas contre le sol, ça va énormément briser les tympans de Paul, qui a compris que ça servait à rien, parce que bon, même si le mec le trouvait et lui parlait, il serait totalement sourd du coup, je suppose, et va donc se pousser, manquant de se faire marcher dessus, avant de se réfugier sous les escaliers, pendant que le mec continue à parler, et avec un gros bruit d'eau, se saisit de Bubule, puisque le déménagement se fait à ce moment-là. Et le bruit sourd du géant va faire basculer Paul, où il va faire un mini-coma, si je puis dire, tombant dans les pommes, se réveillant dans une cave désaturée, où il n'y a plus âme qui vive. Si même avant il avait vraiment espoir de pouvoir retrouver un jour la civilisation, comment vous dire que c'est foutu. 2 août maintenant, tous ses espoirs ont été dévastés, il voit un moustique qui est extrêmement grand pour lui. Je vous rappelle aussi qu'il a dit en introduction que les araignées c'est bien, ça mange les moustiques. Mais bon, il est encore plus petit qu'un nuisible, et là, il va voir ce moustique partir par la fenêtre et comprendre que c'est ça, la liberté. Il faut sortir d'ici
Et autant finir, faisons une belle fin, puisque là, comparé à la petite figurine, il est tout rikiki. Même la figurine est devenue un géant pour lui. Et du coup, la promesse que le géant, aka la figurine, allait dire à Mia que le genre du jardin va bien, est une promesse qui peut pas être tenue parce que ce dernier a été oublié dans la cave, lui aussi. Donc, Paul va escalader le meuble, et même si c'est pas très scientifique accurate, bah c'est quand même un moment très cool. On va avoir des bruits de vent de falaise, parce que c'est comme s'il escaladait une falaise, avant d'arriver au bout. D'ailleurs, entre les plans rapprochés, les plans larges, on voit juste une toute petite forme se déplacer, c'est, comme diraient les jeunes, banger, avant de faire le grand saut pour arriver sur, littéralement, les falaises, hein, les pierres qui sont constituante du mur. Et là, on va entrer dans une séquence qui me rappelle un peu le Seigneur des Anneaux, et pour certains aussi Harry Potter, face à l'araignée. Mais comme dans un bon James Bond, Paul va devoir tenter de ne pas marcher sur les fils de la dite araignée. Parce que, bah, elle est là sur les fils, et bon, bah, si lui, il fait bouger un fil, elle va le sentir. Ce qui se passe, faisant donc un affrontement entre le protagoniste et l'antagoniste. Pareil, encore une fois, une mise en scène très accentuée, plus sur l'horreur à ce moment-là, et très qualitative, où Paul se retrouve face à la gigantesque araignée. Il ne peut rien faire, il accepte son sort, il se chie dessus, ou plutôt il se pisse dessus littéralement. J'ai la preuve que c'est de la pisse, avant de regarder la mort en face, comme il le dira juste après, d'accepter son destin, jusqu'à ce que, paf, Monsieur Moustique, in extremis, tel un peu un Deus Ex Machina, va venir se coincer dans la toile, le sauvant. Il va donc profiter de ça pour pouvoir partir, même si, bon, techniquement, l'araignée aurait dû le bouffer, mais bon, bref, l'instinct animal, je suis personne pour juger. Et arrivé à l'entrée de cette sortie. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais je vous emmerde. Il va essayer de passer, mais est encore trop grand, c'est pas grave, la nuit va passer, et le lendemain, il sera assez petit. Il se fait réveiller par une fourmi qui est en train de le grignoter, hein, c'est pas cool quand même, avant de voir l'araignée en train de bouffer tout le monde. Alors là, il va essayer de faire, comme au début, cette vaine tentative de crier afin de l'intimider, mais l'araignée, elle en a que faire, et va essayer de le choper. Mais ce dernier, avec les fourmis, va s'échapper à temps, regardant sa vieille ennemie, encore une fois, pour la toute dernière fois, avant d'être enfin libre. Bon alors, même si la nature est beaucoup plus risquée, enfin beaucoup plus dangereuse que la cave, voilà, il est libre. On le voit d'ailleurs avec les plans de plage, avec les plans de cette nature, qui encore une fois, bah, à l'échelle du tout petit, est magnifique. Le papillon de lumière sous les projecteurs, qui fait du bruit comme un hélicoptère, qui est magnifique, qui s'envole vers les étoiles, étoiles que regarde Jean, ou plutôt Paul, pour arriver sur une scène qui, à titre personnel, m'a glacé le sang, où, je suppose, Élise est chez ses parents, et il s'amuse, il rigole à table. Paul a été totalement oublié. Alors je sais, le deuil, ça se fait de différentes manières et tout, mais je trouve que c'est quand même assez tôt pour être en mode « Ah ça va super, machin ». Parce que de son côté, bah, la gamine, elle a toujours pas fait le deuil, hein, donc elle est dans son hamac. Certes, elle regarde les étoiles, elle voit une étoile filante. Petit rappel avec ce qui avait été dit justement avec la petite histoire que Paul racontait à la gamine sur cette princesse qui vivait dans un château sur une petite météorite, machin, enfin bref, ça fait un écho. Avec les paroles de Paul qui dit « Oh, je t'aime Mia, tu seras toujours ma fille, blablabla », très poétique, pour finir sur ce plan de l'espace, et le titre du film, parce que oui, en fait, c'était la scène d'intro, et la scène était extrêmement longue. Mais voilà, pour finir avec cette musique poétique, sur ces plans de l'espace, avec bah, tous les crédits, justement, finissant sur l'hommage avant d'arriver au générique classique. Hommage, d'ailleurs, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qui sont ces personnes, parce que ce sont des héros de la SF, hein. Et j'aime bien cette fin, parce que elle est à la fois rationnelle, et poétique. Parce que là, Paul dit qu'il ne saura pas de quoi est fait le lendemain, mais qu'il sera toujours là pour l'aimer, que voilà, il sera toujours là pour survivre, pour faire ce qu'il faut, etc. Là où dans le bouquin et le comics, du coup, on a une vraie fin, mais pas comme dans le film de 57 où c'est pareil, il sort de la cave, prêt à affronter cette nouvelle nature. En fait, dans le livre, Paul va passer à l'échelle vraiment du très petit, microscopique, et va découvrir un tout nouvel univers, mais je trouve que c'est beaucoup plus poétique d'avoir cette idée de on ne sait pas de quoi le lendemain sera. Bref, voici ma petite review, analyse, etc. concernant le film L'homme qui rétrécit. Alors, pourquoi j'en ai parlé? Parce que bah, j'aime beaucoup ce film, hein, déjà je crois que ça se sentait, et aussi parce que bah Cocorico, déjà, voilà.
Et même si le film n'a pas été super rentable et que Universal a décidé de ne plus trop vraiment prêter main forte pour la SF française, hein, maintenant, trop bien, et ben je pensais que c'était quand même assez important et intéressant d'en parler, parce que le sujet est très cool, parce que la mise en scène est maîtrisée, Yann Kounen est quelqu'un qui sait faire du cinéma, et Jean Dujardin est un très bon acteur, et bon, aussi, vous savez que j'aime l'horreur, et il y a quand même un potentiel horreur dans L'Homme qui rétrécit, alors moi j'ai kiffé, voilà. Bref, une prochaine... Bon, j'avoue, celui-là je l'ai forcé. Ça dépend de la surface. Et le poids, ça dépend du volume. Vous voyez, on revient sur surface et volume. Et quand on est petit, on a une grande surface par rapport à son petit volume. Et donc quand on est petit, les effets de surface vont être importants, vont dominer les effets de volume. Un effet de surface, c'est la tension superficielle, et là l'eau va prendre une forme sphérique, va essayer de se regrouper pour faire une petite sphère, et le poids va être tellement minable qu'il ne va pas modifier cette forme-là. Alors que si maintenant je suis grand, j'ai une petite surface par rapport à mon énorme volume, et là le poids l'emporte, voilà, et l'eau, elle fait une flaque, et puis il y a bien des trucs. Pour se rendre compte de cette tension superficielle, vous mettez votre doigt sur la surface de l'eau, il va y avoir un petit machin, vous allez sentir, juste en la touchant, vous sentez que vous pouvez tirer comme si la surface était un peu une pellicule élastique. Et donc nager quand on est de petite taille, comme j'en l'ai dans l'épisode de l'aquarium, magnifique scène en demeurant. Mais ça marche pas, enfin ça marche pas de point de la physique. Ça veut dire, non, mais on la garde, elle est super, mais elle est belle avec le poisson. On n'a pas dit que c'était une histoire vraie non plus. Hein. Non, exactement. On l'a pas dit ça. Ça va, c'est pas une critique. Hein. Moi, je te fais pas chier à ton boulot, ça va. Mais évidemment. Et donc, il devrait rester à la surface, comme les mouches ou les abeilles ou les insectes qu'on voit dans les piscines. Les araignées d'eau, là. Les araignées d'eau, ou les nippes. Alors la nippe, ils sont posés sur l'eau. Et ça fait, si on regarde bien sous la patte, il y a une petite courbure, comme si ça s'appuyait sur une sorte de petit trampoline, comme si l'eau était un petit trampoline. À leur échelle, ça se passe comme ça. Alors que nous, on rentre dans l'eau, on met le pied, on dit, je comprends pas, il y a zéro problème, je rentre dans l'eau. Donc voilà, c'est ce genre d'effet-là qu'on peut essayer de discuter. Et le film, il est comme il est. L'idée n'est pas de dire « Ah là là, Yann Kounen, changez-moi sur les acteurs, ça ne va pas du tout, la physique est catastrophique. » Ah non, mais alors attends. Et la montée, on va dire. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait vraiment. Et dans le cas de la montée, alors, dans la montée, il y a évidemment une tension. D'abord, le personnage, il veut sortir de le plus des 11, si je veux dire, il veut se barrer. Bon, ok. Donc il a une montée, mais alors là, du coup, le truc de 2 mètres, pour lui, c'est plus, voilà, c'est un énorme effort. Il a la pure, enfin, c'est une énorme distance à monter. En gros, plusieurs milliers, peut-être plusieurs milliers de fois plus grande que lui, donc c'est un énorme effort. Alors, d'abord, on voit bien que tu t'agrippes dans les anfractuosités du bois. Ça, c'est normal, tu es tout petit, donc tu les vois mieux. Alors nous, à notre échelle, c'est un peu lisse, c'est un peu fin. Donc là, ça peut marcher. Et le deuxième truc, c'est que les contacts de deux corps, si je mets ma main sur la table, et que je l'enlève, ben, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de problème particulier. Parce qu'en fait, la table, qui est à peu près lisse, ma main, elle a des creux et des bosses, et même la table a des creux et des bosses, et ce qui est en contact, c'est les creux et les bosses, c'est les bosses de la table, et les bosses de ma main. Donc la surface de contact entre ma main et la table, c'est pas la surface géométrique de ma main, c'est beaucoup, beaucoup plus petit que ça. Et à chaque point de contact, il y a des petites interactions entre les molécules de la table et les molécules de ma main qui vont se coller entre elles. Et comme la surface de contact est très petite, je mets ma main, je l'enlève, et je dis, ben, je comprends pas ce qu'il me dit l'eau, il n'y a aucun problème, quoi. Mais les araignées et les mouches, ben, elles tiennent toutes seules. Les geckos, vous voyez les geckos, espèce de lézards là, qui montent sur les murs, on en voit en Corse par exemple, ben, ces geckos, ils montent sur les murs et ils n'ont pas de colle sous les pattes. C'est pas de la colle qu'ils ont. C'est sous les pattes, ils ont des lamelles, plein de lamelles, avec dedans plein de touffes de petits poils. Les petits poils, ils font typiquement une centaine de milliardièmes de mètres de diamètre, des tout petits poils, et qui se collent chacun sur la surface par cette interaction spéciale qui s'appelle l'interaction de Van der Waals. Monsieur Johan Diederik van der Waals, un physicien hollandais qui a... Johan Diederik van der Waals, tu vois qui c'est. Et donc, ces petits poils se collent, et comme il y en a plein qui se collent, parce qu'ils sont très petits, ils collent à la surface. Donc, Jean, non seulement peut s'accrocher aux anfractuosités qui deviennent évidemment à son échelle, mais sans doute, parce qu'il a une main toute petite, les effets de force de Van der Waals sont plus sensibles chez lui, comme ils le sont chez une mouche, chez une araignée, chez une fourmi, que pour nous humains, où ils sont totalement insensibles, totalement insensibles. Donc il devrait, en fait, avoir même des difficultés à monter, parce qu'il faut à chaque fois faire un effort pour décoller sa main. Toi, tu ferais comme un escaladeur, normal, tu dis, bah, je vais grimper en m'accrochant, mais tu peux te retrouver collé et avoir des problèmes à décoller ta main. Et si tu tombes, ce qui va être difficile, parce que tu as une tendance à te coller, alors zéro problème. Tu vas tomber comme un petit objet qui a une énorme surface de frottement sur l'air qui va le freiner très vite, et un petit volume, donc une petite masse, et donc tu vas tomber, et puis tu vas toucher le sol sans aucun dégât.
Voilà, si tu prends une fourmi, tu la laisses tomber d'une table, il ne se passe rien. Tu prends une souris, il ne se passe rien. Tu prends un chat, il retombe sur ses pattes, sauf si tu mets une tartine de beurré sur le dos. Et tu prends un chien, il va commencer à se faire mal. Si tu prends un humain qui tombe de plusieurs mètres, il va se faire très mal. Si tu prends un cheval, il va faire splatch. Et si tu prends un éléphant, c'est... Et vu mon poids, je devrais pas monter beaucoup plus simplement que ça? Je devrais pas m'envoler presque même? Non, alors tu pourrais, si tu étais vraiment petit, alors là, s'il y a des chefs qui sont très petits, tu pourrais être en suspension de l'air, un peu comme des poussières ou des petites choses. Mais là, il faut vraiment être de très très petite taille. Là, tu es beaucoup trop grand. Tu fais millimétrique, quelques millimètres sans doute de taille, et donc tu n'es pas encore assez petit pour pouvoir voler comme ça. Et dans le saut, alors voilà, un autre exemple. Le saut qu'il fait à la fin, là, il y a une espèce de gouffre à franchir. Évidemment, on dit waouh. Mais en fait, encore une fois, les capacités musculaires, c'est la section des muscles, et l'objet, le corps à déplacer, c'est son corps, c'est sa masse, c'est le volume. Et donc, quand on est petit, on a un rapport surface sur volume qui est bien plus favorable pour la force musculaire. Donc, rapporté à sa masse, le petit Jean Dujardin est beaucoup plus fort que le grand Jean Dujardin. Le grand Jean Dujardin doit être capable, sans doute, de soulever sa masse. Je lui mets sur le dos sa masse, mais petit comme tu étais, je te mets 100 fois ta masse, et tu la tiens, comme les fourmis, qui soulèvent 1 gramme, alors qu'elles font typiquement 10 mg, les fourmis. Et donc, tu devrais être beaucoup plus fort rapporté à ta masse de tout petit être, que tu ne l'es là, à ta taille naturelle, où tu peux soulever évidemment beaucoup plus qu'un petit être. Tu soulèves 80 kg, là où le petit être soulèvera quelques grammes, mais rapporté à ta masse, tu es moins fort, ta performance est moins spectaculaire. Et donc du coup, pour le saut, si tu devais prendre un objet, genre un lancer du poids à ta échelle, tu devrais l'envoyer plus loin, enfin tout est... Donc le saut, c'est comme ça. Tu pourrais même sauter presque à pieds joints, je pense, et boum, comme les sauterelles. Les sauterelles, elles sont taillées pour ça en plus. Mais comme elles sont petites, elles peuvent sauter des distances considérables à cause d'un effet de taille. D'accord ? Donc ça, c'est voilà, tous ces genres d'effets-là, mais qui donnent une tension. Le gars, il arrive au bord, il veut sortir, il en chie, quoi, je comprends. Donc il est au bord, il faut qu'il fasse ce saut, et puis après il y a l'araignée. Bon, là, l'araignée, ça d'accord. Ça, on est d'accord, ça rigole pas. On va en parler de l'araignée. Voilà, ça rigole pas. Mais tous ces effets physiques, voilà. Et ça qui est rigolo. Qu'est-ce qui se passerait, j'y étais tout petit, cette espèce d'expérience de pensée dans le réel de la physique, même si on ne sait pas faire des petits humains, parce qu'il y a des êtres quand même de petite taille qui font ça, littéralement, les petites sauterelles, les petites fourmis qui restent collées au plafond, enfin tous ces êtres, ils font ça, même s'ils n'ont pas des formes humaines. Mais tu veux dire par exemple que si une fourmi était agrandie à l'échelle humaine, elle aurait du mal à se déplacer, elle ne pourrait même pas se relever. En fait, on est conçu pour être à un certain niveau. Exactement. Et on ne pourrait pas faire un humain, là, parce que l'inverse, excuse-moi Yann, un géant. Dans l'autre sens, exactement, on pourrait dire 100 fois plus petit, bon d'accord, mais 100 fois plus grand. On prend un Jean Dujardin 100 fois plus grand, c'est signé une savoir certaine. Il va s'écrouler sous son propre poids. Parce que ces os, là où, quand on est debout, c'est sur les os, les articulations qu'on repose le corps. Les os, la section des os, ben c'est une surface, elle sera 100 fois 100, 10 000 fois plus grande, mais la masse sera 100 fois 100 fois 100, 1 million de fois plus grande. Et donc la pression exercée par le corps de l'être 100 fois Jean Dujardin va être 100 fois plus grande que le Jean Dujardin. Et comme elle est 100 fois plus grande et que les os sont ce qu'ils sont, crunch. Donc Godzilla, il ne faut pas avoir peur de Godzilla par exemple. Ce que je trouve, quand on a discuté de ça et tout, je trouve ça vertigineux, mais en fait, nous on le sait pas ça. Donc là, on le sait désormais, mais on le sait pas. Et après, on s'est même dit, si tu fais ça dans le film et que d'un coup il fait des bonds et qu'il va manger à peu près l'équivalent de son poids, nous, le public, on comprendrait pas ce qui se passe. Et on pourrait pas être en empathie. Et donc on a joué sur certaines choses, on a fait voler un peu plus, mais on devait garder, nous, comment on se comporte pour que nous, en miroir ou en empathie, on puisse suivre l'effort et le comprendre. Sinon, c'est de la science-fiction. On devient, en fait, tout petit, on devient Spider-Man. Et ça, l'intérêt, c'est de réaliser, finalement, que quand un film se fait et qu'il y a des éléments de science dedans, un film de science-fiction, des éléments de science dedans, ben, parfois, c'est la narration ou simplement la compréhension du public qui nécessite de montrer des choses. Si on prend d'autres films, ben, là où il y a des extraterrestres, typiquement, ils ont des formes humanoïdes. Il n'y a pas de raison qu'un être extraterrestre, si tant est qu'il y en ait une forme humanoïde. Mais on prend des formes humanoïdes parce que les spectateurs vont comprendre l'intention. S'il est en colère, s'il est à l'air gentil, on comprend des choses. Alors que si c'est une boule de poil qui roule par terre, qui fait des petits bonds, on ne sait pas si elle est contente ou pas contente, ou si elle nous en veut ou pas. C'est pas facile à interpréter. Donc cette question de compréhension, elle est cardinale. Et alors qu'on vient de changer de monde, littéralement, on change de monde.
Où est-ce que vous donnez des cours déjà? Parce que si vous voulez poursuivre tout ça, je crois que c'est pas très loin d'ici. Non, on peut pas, mais c'est pas loin d'ici, à l'université Paris-Cité, mais c'est Voilà, inscrivez-vous parce que je pense que... c'est des cours de master. Quand même, hein. Et Jean s'est retrouvé sujet d'une disserte de sciences physiques. C'est assez rare dans une vie de dire j'ai été un sujet de... Oui, absolument. Oui. Merci, monsieur Chevalet. Non, merci. Bah, avec plaisir. Et il y a un point qui est intéressant aussi, c'est ça qui m'avait... Inarrêtable. Non, mais ce qui m'a intéressé, c'est de savoir que Yann Kounen travaille sérieusement. Bon, sans doute, c'est un professionnel. Mais moi, comme spectateur astrophysicien, je sais qu'il est sérieux parce qu'à la fin du film, quand le petit Jean Dujardin sort et enfin la liberté, qu'est-ce qu'il regarde? Le ciel de nuit. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et du coup, une chose intéressante, pour toi, tout petit, les étoiles, c'est pareil. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, elles sont tellement lointaines vis-à-vis de nous que c'est pareil, c'est loin. Donc ça change rien du tout. Ça, c'est un élément qui change pas, alors que tout le reste a changé. Les marches, le son, enfin tout a changé. Le son, on n'a pas parlé du son. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le ciel qu'il a mis, c'est un vrai ciel. Il y a des vraies constellations dedans qui sont le Scorpion, le Sagittaire, l'étude Sobieski. Voilà. Et je les ai reconnus, ça dure 20 secondes la scène, c'est un moment presque insignifiant le détail d'avoir mis des points blancs sur un fond noir, c'est le ciel, bah, ça on a compris l'idée. Mais c'est des vraies constellations. Donc quand j'ai vu ça, c'est la remarque que je t'avais faite quand j'ai vu ton film en première à Bordeaux, j'ai dit, là le gars il est sérieux. Il a mis un vrai ciel pour un truc qui dure 10 secondes, enfin je ne sais pas, mais une séquence très courte. Et ça Oui, c'est mais bon, il y a peut-être un jour un astrophysicien ou un astronome qui voit le film et on essaye d'être juste quand on fait du cinéma sur ces choses, surtout que c'est pas très très compliqué, mais la question se pose. Voilà, donc ça donc ça m'a fait plaisir parce qu'on a quand même eu des discussions sur le ciel. Je veux que le ciel corresponde à la période de l'année, à peu près où on est, etc. Et après, les premières réponses que j'avais eues, c'était la tienne. Mais on prend quand même beaucoup de liberté avec les rapports d'échelle. Hein. Du coup, avec le ciel, alors encore pour faire l'emmerdeur des scientifiques, je vois qu'il y a le Scorpion, le Sagittaire, l'étude Sobieski, donc je sais que c'est en hiver, donc ça a été, je ne sais pas quand est-ce qu'a été tourné le film, mais c'est un ciel d'hiver, donc si c'est le ciel réel du moment du tournage, c'est un ciel d'hiver, et par contre ils sont un peu hauts sur l'horizon pour la latitude où vous avez réellement tourné. Hein. Bon, faut qu'on reparle. Faut qu'on reparle, j'ai vu des choses, bon, le ciel c'est bien, mais il y a des détails. On parlait tout à l'heure de la force, et donc Jean, dans le film, utilise notamment, on l'a pas ici, on a un clou, mais on n'a pas forcément l'épingle. Le travail sur les accessoires et sur les costumes, notamment ça me permet de saluer le travail de Marie-Hélène Sulmoni et de Séverine Guilbault, je ne sais pas si elles sont dans la salle, mais on peut les applaudir, si ça se trouve, elles le regardent en live quelque part, et le travail est fou, quoi. Et quand on se retrouve à jouer avec ça, le moment où tu essayes ton épingle, comment ça marche? Oh bah rien, enfin pour le coup elle était formidable cette épingle, elle est magnifique, on l'a pas ici, enfin oui, on l'a pas ici, l'aiguille en tout cas on l'a pas ici. Non, c'était surtout la recherche sur les costumes, ça c'était assez passionnant parce que Chatoun il a fallu qu'elle travaille presque au microscope, puisque je passe en fait de 1m80 à 1m60 à 70 cm, 50 cm, 40 cm, 28 cm, ce qui est un Ken à peu près, 10 cm, 0,4 et ensuite 1 cm. Donc évidemment vous imaginez bien qu'il faut regarder la trame du tissu. Donc j'ai les premiers vêtements que j'ai quand je fais 70 cm, c'est une espèce de body d'enfant poupée. Et ensuite, pour faire justement les pulls de poupée, elle est allée chercher vraiment au microscope pour aller retravailler la fibre à l'échelle 1. Quoi. Donc c'était vraiment pas simple. Donc je me suis retrouvé à essayer des choses absolument ridicules. On s'est dit, est-ce que ça tiendrait? Est-ce que ça ne dérangerait pas le film? Et en fait, non, ça a donné quelque chose même d'assez épique. Ça nous est pensé même d'ailleurs au film avec Kirk Douglas, c'était quoi d'ailleurs Oui, il y avait un côté avec le pull à rayures, c'était pas mieux sous les mers. Pas mieux sous les mers, oui. Mais la véritable logique, puisqu'on est un peu dans la science, c'est que ces petits habits de poupée, ils sont très rigides, en fait. Et là, on n'a pas pu garder la rigidité. Donc, certains d'entre vous ont pu le remarquer, mais sinon, Jean, il n'aurait rien pu faire avec. Oui, mais ce qui était très pénible, c'est par exemple dans la piscine, dans le bain, là, j'ai une espèce de maille énorme comme ça, et je peux vous dire qu'une fois que c'est mouillé, en fait, je coulais. Il m'est arrivé de couler. Et donc c'est un dommage à 20 milieux sous les... Parce que moi, j'ai vu du Chercher Charlie. Ouais, il y a du Chercher Charlie, mais il y a du Moïse à la fin, quand je marche sur le... Voilà, dans l'Himalaya, sur le mur.
Il y a la planète des singes, évidemment. Enfin, il y a tout ce qui nous rappelait. Et puis, je pouvais, moi, me reposer sur pas grand-chose, en fait. Je leur demandais, essayer de me mettre la musique de Goldsmith de la planète des singes, essayer de me mettre au moins quelques battements de papillons, mais moi, au moins, un bruit d'araignée. Enfin, essayer de m'aider un tout petit peu avec ce que tu as, puisque j'avais le sol, j'avais quelques instruments, mais tout le reste, il fallait l'imaginer. Et je me rends compte que j'ai pas cité le nom de la costumière Sybille Lang, enfin, vous l'avez fait, mais voilà, comme ça je... Et c'est Chatoun qui a vraiment fait la création des costumes. Elle est là, Chatoun? Non, elle n'est pas là, mais il y a eu un problème technique, elle a été oubliée au générique, donc on le redit encore une fois. Voilà, bien, c'est Chatoun qui a fait la création des costumes. Et oui, c'est vrai, il y a un truc, quand on commence à faire le film aussi de son côté, on se retrouve dans un café avec Chatoun, elle a regardé avec des loupes, des petites poupées qu'elle a ramenées, des motifs comme ça, et on avance à la fois vers ça, et à la fois on aime regarder les références. Moi, je trouve qu'on a... Le film, toute l'idée du film, elle avait d'avoir un petit côté vintage dans tout ça, donc le motion control fait partie de ça, mais dans la façon de filmer, dans la façon d'aller aussi poser une musique de cette manière et tout, donc c'est aussi, pour moi, en tout cas, ça a été un film qui était aussi un hommage à un cinéma que je voyais adolescent, à ces films des années 70, et d'essayer d'être dans cette énergie-là de reconnaissance de ce que m'a évoqué ce cinéma à moi quand j'étais jeune. Et Jean parlait de l'araignée, qui est quand même un personnage à part entière. Est-ce qu'on peut parler du travail sur l'araignée? Parce que dans l'original, c'était une tarentule, si je ne me trompe pas, qui était aussi dans le film Tarantula, d'ailleurs. Et dans le bouquin, c'était une veuve noire. Là, j'imagine que vous êtes allé chercher peut-être une araignée française, en tout cas du coin ou... Oui, l'araignée de la salle de bain. Ouais. En fait, quand j'ai revu le film, je me dis, bon, c'est Tarantule, en plus, c'est très daté, et puis nous, on n'a pas ça, et puis ces araignées-là, elles sont un peu plus rapides, du coup. Et moi, j'ai revu Starship Trooper, et j'ai aimé la vitesse des insectes, et après, j'ai observé aussi ces araignées-là, et je me dis, quand on les voit de près, elles ont des poils, et elles sont moins menaçantes, en fait, comme ça, quand on les voit nous. Mais en petit comme ça, voilà. Et c'est l'antagoniste du film, cet antagoniste que je trouve intéressant, c'est d'avoir des rencontres à plusieurs échelles. Donc ça, on a apporté ça dans l'histoire. C'est quand elle vient un petit peu, le combat qui est le plus charnel, elle est vraiment à une taille, le combat possible. Avant, c'est pas très... C'est lui le prédateur, il la tue pas d'ailleurs, parce que ça mange les moustiques, ce qui le sauvera finalement. Et puis à la fin, ça devient un animal mythologique. Et j'aimais cette idée-là. C'est les mêmes choses qui prennent des sens différents, comme nous on vit des moments où on a des intensités de peur différentes, et de monter, de rentrer comme ça dans le film, d'avancer dans cette même cave qui est d'abord une simple cave et qui devient un monde mythologique. Et sachant que cette araignée, à la toute fin, quand vous êtes face à elle, il se passe quoi dans la tête? Parce que là, à ce moment-là, vous jouez devant rien. Et en fait, le personnage, il est aussi dans le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il s'abandonne à la mort, presque. Donc il y a quoi qui se passe dans la tête pour tourner cette scène? Je pense qu'on l'a fait comme un humain. À ce moment-là, on se courbe, on lâche prise et on se dit c'est peut-être qu'il y a encore 20 secondes à prendre, c'est maintenant. Donc essayer d'avoir encore de la dignité dans la perte. C'est la seule chose que je me disais. Je sais pas ce que j'ai vu, c'est assez instinctif. Une fois de plus, c'est pareil, vous avez une caméra qui est au-dessus de vous, il y a un plan. À moi de me concentrer sur ce que je vois, qu'est-ce que j'imagine, j'en sais rien. Je sais pas d'ailleurs, même comment on s'est posé la question d'ailleurs, comment les Américains l'auraient fait. Est-ce qu'ils l'auraient ressorti encore une aiguille au dernier moment, et puis je sais pas, est-ce qu'ils se seraient sauvés. Là, ce qui était bien, c'est le vas-y, je suis mortel, c'est maintenant, mange-moi. D'ailleurs, on a fait ce plan d'urine là sur la jambe, qui est arrivé presque à la fin, qui n'était pas prévu d'ailleurs. On s'est dit, voilà pourquoi c'est un humain et non pas un héros. Un humain pisse devant la mort, et c'est ce que je voulais, donc c'est ce que j'ai joué. C'est intéressant le chemin, parce qu'en fait, Jean a proposé cette courbure. Dans le scénario, c'était vraiment accepter la mort, en fait, du personnage. C'est ce qui est la scène. Mais comment le faire? Et donc, il a commencé à proposer juste cette terreur comme ça, physique.
Et on a commencé à tourner la scène, et puis le soir, je me suis dit, il faut un autre élément, et j'ai repensé à des histoires justement sur les gens qui vont mourir, ou les condamnés à mort, ou les histoires de truands, où effectivement à un moment donné, voilà, tous les robinets sont ouverts, et je trouvais que ça menait un côté réaliste, et on a fait ça. Et cette combinaison, avec après le fait qu'il relève la tête et qu'il regarde l'araignée, c'est qu'il avait traversé quelque chose et que autre chose allait s'ouvrir. Mais voilà, c'était des fois, malgré toute la préparation, ce que je vous raconte du motion control, de faire tout un film d'animation qui ressemble, on avait quand même des fenêtres comme ça pour penser à un plan et venir le refaire le lendemain et d'améliorer. Donc on avait cette petite marge. Est-ce que faire ce film, ça a changé votre regard sur l'infiniment petit? La question est pour tout le monde. Non, moi, ça me fascine tout autant. J'ai exactement le même regard. Je sais pas pourquoi je suis fasciné par ça. D'ailleurs, j'invite tout le monde à mettre un microscope sur la table du salon pour tout le monde, hein, pour les enfants, pour tout le monde, et d'observer une feuille, une aile de moustique, n'importe quoi. Je trouve que c'est absolument passionnant. J'ai un ami architecte qui fait ça. Il va chercher justement ses idées aussi là-dedans, dans l'infiniment petit. Ouais. Et non, c'est toujours un peu la même. Mais je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je me pose plein de questions. Je ne sais pas pourquoi je suis fasciné par ça. Je trouverai un jour. Mais moi, c'est vrai que le voyage dans l'infiniment petit, c'est quand j'ai rencontré Roland que j'ai compris aussi tout le délire que ça allait être, puis c'est tout un autre comportement et de voir le vertige. Mais par contre, ce que j'ai trouvé merveilleux à faire, c'est que c'est juste du surréalisme en fait. C'est juste d'un coup de pouvoir faire ce type de film, ce type d'aventure qui fait qu'on regarde le réel autrement, en fait, qui nous fait sentir l'impermanence des choses. Et on vit dans des choses complètement en mouvement, en révolution impermanente. On n'est que d'ailleurs que des molécules et des atomes et des champs d'énergie qui se touchent, et la matière n'existe pas vraiment. Et parfois un film comme ça, en tout cas c'était l'idée, c'est de faire sentir ça, de faire sentir aussi ce chemin, comme le disait Jean tout à l'heure, on va tous rétrécir, et au fond, quelle est cette attitude et le rapport au rétrécissement, à ce monde petit, c'est ça. Je pense qu'on a tous regardé le ciel en se disant qu'on n'était pas grand-chose dès qu'on est jeune, et puis qu'on était des géants, et on a tellement tendance à voir le monde par notre point de vue, à notre hauteur, à notre échelle, et cette métaphore, on peut se dire qu'on pourrait aussi regarder ce à quoi on croit, nos pensées, notre place autrement. Donc c'est un élément qui te fait après, j'espère, un peu regarder le monde différemment. Eh ben, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter, parce qu'il faut, malheureusement, c'était passionnant, mais déjà mettre en tout cas un clap de fin à ce live. Mais en tout cas, je voulais vous remercier vraiment, c'était hyper intéressant. Tous les gens qui nous ont suivis aussi à travers la France, dans plus de 200 cinémas, je le rappelle. Et surtout, je rappelle que ce film sort le 22 octobre au cinéma, et que ça a beau être l'homme qui rétrécit, il faut le voir sur un grand écran, parce que plus le Dujardin est petit, plus l'écran a besoin d'être grand. Donc voilà, donc allez le voir en salle, et c'est vraiment chouette d'avoir une proposition. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et merci aux équipes Universal qui nous ont permis d'organiser ça. À très bientôt. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.